Racontez-nous un peu votre parcours. Comment vous êtes arrivé dans le monde de l'art? Alors j'ai toujours été passionnée par la création artistique. J'ai un parcours un petit peu atypique parce que j'ai commencé par étudier l'histoire de l'art, le droit des affaires. J'ai fait un master en droit et fiscalité du marché de l'art. Et mon rêve a toujours été de diriger un jour une institution publique. Et donc j'ai décidé de faire un master en business administration entre Columbia Business School à New York, London Business School à Londres et Hong Kong University, ce qui m'a permis vraiment d'avoir une vision holistique pour pouvoir diriger une institution, donc être à la fois historien de l'art, mais aussi manager et gestionnaire. Et ce qui me plaît le plus, c'est de me battre pour un projet. En l'occurrence, j'ai eu la chance de pouvoir construire le nouveau Photo-Élysée à Lausanne et d'être là depuis le choix des architectes jusqu'à la pose de la première pierre cette année, qui m'ont permis de créer un nouveau musée. Magnifique. Euh, Selon vous, pour investir dans l'art, il faut investir pour l'esthétique d'une œuvre ou pour son appréciation potentielle? Alors pour moi, l'art doit être avant tout une rencontre. Pour moi, la création, ça révèle une émotion, ça nous révèle en tant qu'être humain avec toute notre condition humaine et notre fragilité et notre palette d'émotions. Mais c'est vrai que si vous souhaitez acquérir une œuvre d'art par spéculation et vous souhaitez vous enrichir, il y a 1000 critères. Mais je pense que avant tout, si vous souhaitez vivre entouré de vos collections, il faut aimer ce que vous achetez. Donc c'est vrai que moi j'ai toujours aussi collectionné à titre privé. Je pense que c'est très différent d'acheter pour soi ou pour une institution. Soit vous êtes libre, vous avez la possibilité de choisir et vous n'avez pas un certain nombre de critères à prendre en compte comme une institution, puisque une institution, on est là pour les 100 prochaines années, donc on acquiert des œuvres. En l'occurrence, en Suisse, un musée public ne peut pas revendre ses collections. Donc c'est vrai qu'on a une vision sur le très très long terme et on prend en compte un certain nombre de critères qui sont des critères notamment de conservation, de préservation, alors que chez vous, vous pouvez accrocher des œuvres et si elles se détériorent, ça n'a pas la même importance. Pour acquérir des œuvres d'art, aujourd'hui, si je voudrais spéculer, j'achèterais effectivement des NFT, puisque je pense qu'on peut faire énormément d'argent en très peu de temps avec ce type d'art. Ou j'achèterais de l'art moderne, parce que je pense que si vous avez beaucoup de moyens à investir, acheter des valeurs sûres, des œuvres de grands maîtres comme Pablo Picasso, et vous pouvez encore trouver des estampes, vous pouvez encore trouver des céramiques originales qui pourront prendre de la valeur. C'est assez intéressant parce qu'on a un peu ces mêmes discussions parfois avec nos clients dans l'investissement ou dans les marchés. On voit ce côté purement spéculatif qui donne envie quand on entend forcément les gros titres dans les journaux avec un titre ou un secteur qui a tellement bien marché. Et puis le côté peut-être un petit peu plus long terme dont vous parliez, qui revient finalement avec l'art où il faut avoir d'autres critères, d'autres penchants et peut-être plus de conviction finalement que le côté purement spéculatif. Tout dépend effectivement de la durée dans laquelle vous souhaitez investir. Si vous souhaitez investir dans le court terme, les NFT, vous allez les revendre dans un an, vous allez peut-être doubler ou tripler votre investissement. Si vous souhaitez investir sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, là, effectivement, en achetant de l'art moderne, vous pourrez faire beaucoup de plus-value. Est-ce que vous pensez que les NFT, c'est le futur de l'art contemporain? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème, c'est la qualité artistique de ces œuvres. Il faut savoir que les NFT, c'est un système d'authentification d'une œuvre d'art numérique. Donc c'est avant tout une invention qui permet de certifier que votre œuvre d'art numérique est unique et correspond à celle que vous avez achetée. Donc c'est vraiment une certification. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie spéculation sur ces NFT et que je pense que dans quelques années, les artistes vont plus se les approprier et vont vraiment créer des œuvres d'un niveau autre qu'aujourd'hui. Après, il y a eu des effets assez intéressants comme Damien Hirst qui a eu cette idée de soit vous achetez un NFT et au bout d'un an,
soit vous gardez les NFT, soit ils vous donnaient une œuvre d'art originale. Donc vous aviez le choix de choisir entre le réel ou le virtuel. Et ce genre d'idée est assez brillante, je trouve. Mais il y a beaucoup d'effets de communication et de marketing Mmh. derrière. Et tout le monde peut finalement créer un NFT? Finalement, comment on mesure la valeur de l'artiste et de l'œuvre? Bah, comme toujours, ça dépend de l'offre et la demande. Donc, après, il faut que vous achetiez un wallet, que vous créez un personnage, et ensuite que vous puissiez choisir. Et ensuite, la particularité des NFT, c'est qu'il y a beaucoup de second marché très rapidement. Donc en fait, soit vous achetez directement auprès de l'artiste, soit vous rachetez très vite une nouvelle œuvre. Donc oui, tout le monde peut créer une NFT, mais tout le monde peut faire de l'art. Après, ce qui compte, c'est dans la durée. C'est de créer un corpus sur la durée. On voit qu'il y a beaucoup justement de marketplaces qui se créent dans les marchés financiers. Meta, donc le parent de Google, a annoncé de Facebook, pardon, a annoncé qu'il se lançait aussi, qu'il voulait créer des marketplaces. Donc on arrive, comme vous parlez, du marché secondaire où on va avoir vraiment une sorte de trading de ces œuvres de manière peut-être un peu différente du marché de l'art traditionnel. Un des avantages là, c'est le côté provenance, vu qu'on pourra traquer chaque étape des propriétaires. Par contre, comme vous dites, il y a un peu de tout et ça revient à la même chose pour nous quand on choisit des investissements. Il faut faire du due diligence, il faut vraiment avoir un peu une idée de savoir dans quoi on se lance. On considère finalement l'art comme un investissement alternatif? Vous en pensez quoi? Pas encore, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, l'art est vraiment vu comme accessible à des gens plus fortunés. C'est pas accessible à tout le monde. Peut-être que justement, ça va changer avec les NFT, que ça va ouvrir un nouveau segment qui sera adapté à plein de budgets différents. Mais je pense et peut-être que Tatiana en a fait l'expérience, je pense que de plus en plus, on veut commencer à considérer son patrimoine en entier. De la même manière qu'on ne considère pas forcément son bien ou sa maison comme faisant partie de son patrimoine, on va dire, d'investissement, l'art, c'est un petit peu pareil. Alors, on a des personnes qui sont des collectionneurs qui vivent de ça, mais je pense que, en tout cas, autour de notre clientèle, c'est pas encore tellement vu, mais c'est en train d'arriver. Oui, je pense qu'il ne faut pas voir l'art comme quelque chose d'inaccessible. Vous avez énormément d'artistes qui réalisent des éditions, qui font des estampes. De la photographie, c'est un médium quand même extrêmement accessible. L'acquéreur peut payer en plusieurs fois. Donc c'est vrai qu'on a toujours tendance à se dire qu'il faut beaucoup de moyens pour investir dans l'art, ce qui est faux. Il y a vraiment des artistes totalement abordables et justement des jeunes talents que vous pouvez suivre sur la durée. Et surtout, je trouve très beau en tant que jeune collectionneur d'accompagner un artiste, de le suivre et ensuite de grandir avec lui. C'est intéressant ce que vous dites parce que nous, on a pour vocation de démocratiser l'investissement. On n'entend pas forcément ce genre de discours où l'art est finalement accessible et que investir dans une œuvre, que ce soit de la photo ou autre, peut être accessible à tout à chacun finalement. C'est à ça que servent aussi les amis des musées, c'est aussi à ça que servent voilà, les clubs qui permettent justement d'avoir accès à des artistes et comme vous, de les accompagner pour leur donner la chance du premier pas. Dans cette capsule, on parle du parcours des femmes dans la finance ayant été réservée il y a quelques années à un monde d'hommes. Est-ce que ce phénomène et la question du genre se pose également dans le milieu artistique? Oui, surtout à des postes à haute responsabilité. Quand j'ai été nommée à l'âge de 30 ans. Ça a été un cataclysme dans le monde de la photographie parce que les directeurs d'institutions photographiques étaient des hommes de 50 ans, 55 ans, 60 ans depuis des décennies. C'était la première fois qu'une jeune femme était nommée à un poste voilà, à responsabilité. Et depuis, je suis très fière parce qu'il y a eu énormément de femmes en Suisse, au Photomuseum de Winterthur, au Centre de la photographie de Genève, à Bienne, qui ont été nommées des femmes de moins de 40 ans. Donc je pense que c'est important de donner la possibilité à des femmes et surtout de leur dire qu'on peut oser postuler même si on ne remplit pas forcément tous les critères. Et je pense que souvent les femmes se disent que ce n'est pas pour elles parce qu'elles n'ont pas toute la panoplie exigée, alors qu'un homme va se dire quoi qu'il arrive, je suis le meilleur ou j'ai les compétences.
C'est un peu le syndrome de l'imposteur. Oui, je pense. Je le pense vraiment. Et c'est la même chose aussi dans la photographie. C'est vrai qu'il y a peu de femmes photographes qui avaient été mis en avant. C'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. À Photo Élysée, on a organisé énormément d'expositions de femmes photographes. On a beaucoup de femmes dans nos collections. Et souvent, les femmes... un très bon exemple, c'est Sabine Weiss qui vient de décéder à l'âge de 97 ans, qui était une des dernières grandes photographes dans la veine de Robert Doisneau. Et en fait, elle, pendant 60 ans, 70 ans, elle a été assez peu connue. Et c'est seulement ces dernières années qu'on lui a rendu hommage, alors qu'elle a joué un rôle majeur dans l'histoire de la photographie. Et je suis sûre que c'est parce que c'était une femme. On voit souvent quand même ce manque de confiance. Pareil chez nous, on voit statistiquement que les femmes sont des très bonnes investisseuses, voire des meilleures investisseuses que les hommes. Mm. C'est d'ailleurs souvent les femmes qui gèrent les finances d'une famille, du ménage. Mm. Par contre, quand on fait des sondages, elles répondent qu'elles n'ont pas la confiance et qu'elles ne savent pas assez comment faire pour oser se lancer. Donc c'est vrai qu'on retrouve ça dans beaucoup de secteurs différents. Je pense qu'il faut se dire que c'est possible, il faut y croire et avoir le courage de tenter, parce que si on croit en ses rêves, on peut y arriver.